RCN. Le son de la différence. Coup de sifflet, Daniel Michel. Sur RCN. Eh bien bonjour, amis sportifs. Bienvenue dans l'émission Coup de sifflet, tous les lundis, à 18h. Donc au cours de cette émission, qui sera animée par moi, Daniel et Antoine, et à la technique, c'est Jean-Luc. Donc au cours de cette émission, nous ferons le point sur le bilan du week-end, le bilan sportif du week-end. Nous aurons ensuite un invité du GNAC, Grand Nancy Aquatic Club, qui viendra nous parler de leur activité natation. Et ensuite, nous ferons un débat avec Antoine sur les différents sujets d'actualité sportive du week-end, notamment sur le décès de Bernard Tapie. Voilà. Donc, on va commencer par l'activité sportive qui a eu lieu ce week-end, qui a été assez dense quand même. Donc, on sent une reprise. Plusieurs activités qui étaient au point mort reprennent, d'autres vont reprendre dans les semaines à venir. Alors le premier point, c'est une triste nouvelle, c'est l'arrêt de compétition de Pierre Houin. Alors Pierre Houin, il est originaire de Toul, il est spécialiste d'aviron et il a eu la particularité de gagner la même année les championnats de France, les championnats d'Europe, les championnats du monde et les Jeux Olympiques la même année. Donc ensuite, ça s'est moins bien passé pour lui. Donc il a décidé d'arrêter la compétition à haut niveau. Il a 26 ans. Pour l'instant, peut-être reprendra-t-il, mais je pense que ce sera définitif. Alors, on l'a vu hier dans le semi-marathon du Grand Nancy, où il a terminé 46e, ce qui est quand même un exploit pour lui. Voilà pour Pierre Houin. Donc, sinon, en football, ça va un peu mieux pour l'Est Nancy-Lorraine. Sur l'ère Pedretti, on en parlera ultérieurement avec mon compère Antoine. Oui. Pedretti a changé un peu l'équipe. On verra ça dans le débat. Donc, ils ont fait match nul à Paris FC, ce qui est pas mal finalement, parce que Paris FC est mieux classé qu'eux. Oui, ils sont 6e Paris FC. Parce qu'ils sont les derniers. Voilà, donc on va pas épiloguer là-dessus, on épiloguera plus tard. Donc il y avait également des matchs de Coupe de France, le 4e tour. Donc on a des clubs du secteur qui se sont qualifiés. On peut citer Toul, Lunéville, Villers, Neuve-Maisons, Champignol, Vendeuvre et le petit poussé Thiaucourt qui a réussi à se qualifier pour le 5e tour. Alors au 5e tour, l'avantage c'est que le club perçoit un jeu de maillot, donc c'est quand même intéressant de se qualifier. Voilà, donc, et puis il y a Épinal qui s'est également qualifié pour les Vosges. En volley, le Grand Nancy Volley termine sa préparation. Ils ont fait un match amical qu'ils ont remporté. Je crois qu'ils ont remporté tous leurs matchs amicaux sauf un. Oui, ils ont une seule défaite au compteur. Et ils reprennent le championnat la semaine prochaine avec un déplacement en Saint-Quentin. Je pense que le Grand Nancy Volley sera en pole position à la fin de la saison. Bien sûr, parce que la saison dernière, ils étaient en effet très bien classés. Ils ont eu une petite déception en play-off et au final en perdant contre le 3e alors que ils étaient mieux classés justement. Et puis on espère une espèce de révolte cette année avec Eric Ngapet qui pour le coup a toute une saison devant lui tandis que la saison dernière il est arrivé en cours de saison. Donc on a de grandes espérances pour le Grand Nancy Volleyball en effet. Voilà. Donc, en tennis de table, on a deux équipes, deux clubs plutôt qui sont en championnat de France. Neuve-Maisons, qui est le meilleur club de Meurthe-et-Moselle, qui est en National 2. Alors, ils avaient pris une pilule la semaine dernière. Donc, ce coup-ci, ils ont gagné 8-2.
Alors, ne cherchez pas les scores, hein, c'est toujours 8 pour le gagnant, parce que c'est en fonction des matchs. Donc, ils ont gagné 8-2 ce coup-ci, et les féminines ont gagné 8-0 par un forfait, ce qui est quand même assez... À ce niveau-là, c'est quand même assez spécial de les gagner par forfait. Et Villers les Nancy, qu'on recevra bientôt dans notre émission, l'équipe féminine a gagné 8-4 contre Vesoul, et ils sont premiers. Donc peut-être vont-ils monter en National 2 la saison prochaine. En rugby, alors là, j'ai honte d'annoncer ce score, c'est les féminines du club de Nancy-Séchamps qui ont été écrasées, je pense que le mot est même faible, 65-0 contre Bobigny. En déplacement. Je sais pas combien il y a eu d'essais, mais je sais pas. Il doit bien y avoir, ça doit dépasser la dizaine. Hein. Oui, je pense. Mais c'est quand même assez, à ce niveau-là, c'est 65-0, c'est une vraie raclée. Hein. Oui, on peut encaisser autant de points et n'en marquer aucun. Oui, n'en marquer aucun surtout. C'est surtout ça. C'est pas très sport d'ailleurs de l'équipe adverse, il aurait pu au moins leur laisser marquer un essai en fin de match. Alors ensuite, en handball, le Grand Nancy Handball a perdu contre Saint-Raphaël, mais bon, Saint-Raphaël est premier, donc il n'y a rien de dramatique. C'était au Parc des Sports de Vendeuvre. Le Grand Nancy est toujours pas en position relégable, donc c'est bien, parce qu'ils ont rencontré quand même des grandes équipes, donc on verra la suite. Et chez les féminines, en National 1, le Bassin de Mussy-Pontin a fait match nul et se retrouve également en position assez inconfortable parce qu'ils doivent être avant-dernier de la poule. Ce sera assez difficile pour elles cette année. Alors, notre équipe préférée, le SLUC Nancy, jouait un match important. Je devais y aller, j'ai pas pu y aller. Le derby contre Villers-Flavigny. Et alors, ça a été assez animé, paraît-il, dans les tribunes et sur le terrain. Ils ont perdu, le SLUC Nancy a perdu de 3 buts, 22-19. Ils étaient à égalité à la mi-temps. Bon, ils sont un peu, il y a eu quelques problèmes dans le jeu. Voilà, bon, espérons que la suite sera meilleure, parce que 4 matchs, 4 défaites, ça peut pas continuer comme ça. Ah oui. Par contre, l'équipe réserve a gagné 19-18. Donc, elle se retrouve au milieu de classement National 3, ce qui est bien. Ça prouve qu'il y a quand même un peu de réserve au niveau du SLUC, et ça prouve aussi qu'entre la National 3 et la National 2, il y a un écart assez important. En basket, donc le SLUC Nancy poursuit sa préparation en disputant des matchs amicaux et une coupe. Donc ils ont gagné les 3 matchs qu'ils ont joués jusqu'à présent. Donc c'est assez positif. Je pense que le SLUC Nancy fera une bonne saison également cette année. Ils se sont bien renforcés. La saison démarre dans une dizaine de jours contre Évreux. Le 15 octobre, c'est ça en effet. Contre Évreux, on attend une grosse saison quand même du SLUC. Je pense, oui. Probablement, je pense que le SLUC vise la montée. On verra si c'est jouable tout au long de la saison, mais je pense que c'est l'objectif. Je pense que c'est un objectif revenir en pro réalisable, parce que l'an dernier, ils avaient bien débuté, ils ont eu une période un peu difficile en milieu de de compétition, ils ont perdu plusieurs matchs. Même s'il faut reconnaître que la compétition en Pro B est très relevée, avec des équipes comme Saint-Quentin, comme Fos-sur-Mer, qui sont il y a quand même des équipes qui sont présentes, qui sont très présentes. Et l'équipe en féminine en National 3, l'équipe SPT des Tomblaines a écrasé une équipe parisienne 82-43. Donc c'est pareil, c'est un score. C'est bizarre, ces écarts aussi importants à ce niveau-là, comme je veux dire, en championnat de France. Voilà. Et hier, il y avait le semi-marathon de Nancy. Il y avait que 1500 inscrits, ce qui est peu finalement, parce qu'habituellement ils en sont en 2005, 3000. Ce qui a perturbé la circulation à Nancy, c'était assez compliqué. Alors c'est un Kenyan qui a gagné, c'était le seul Kenyan qui courait, Kipomo, qui a gagné chez les masculins, très facilement d'ailleurs. Et la première féminine, c'est une Nancéenne, qui fait partie du club d'athlétisme de Nancy, qui est internationale en équipe de France d'athlétisme sur 1500 mètres, c'est Aurore Fleury. Voilà. Donc voilà pour les résultats du week-end. Donc on va passer une pause musicale, donc on va passer Bernard Tapie, qui a chanté dans les années 60, mais on passera pas à ce titre-là, il a chanté dans les années 90 avec Doc Gynéco, je ne me rappelais plus d'ailleurs,
Donc on va passer ce titre et on discutera de lui après, en fin d'émission. Ça marche. Coup de sifflet, Daniel Michel. Voilà, donc après cet hommage, Bernard premier Tapie. hommage à Bernard Tapie, Avec Doc Gynéco. oui, on va parler de natation avec John Rieux, qui est l'entraîneur de la natation au Grand Nancy Aquatic Club. Hein. Donc une activité qui démarre, hein, d'après ce que j'ai cru savoir. Donc bonjour déjà. Bonjour. Alors présentez-vous, savoir ce que vous avez, quel est votre curriculum vitae au niveau de... Pour ceux qui vous connaissent pas. Ouais. Bah écoutez, je m'appelle Johan, donc j'ai 31 ans, je viens d'arriver du coup sur Nancy. Ça fait 8 ans que j'entraîne maintenant, donc j'ai un parcours universitaire STAPS, donc 5 ans avec 2 licences et un diplôme de préparation mentale. J'ai touché un petit peu du coup au niveau au départ, puisque c'était le projet initial, sur Nice. Ensuite, j'ai basculé sur Lille pendant 2 ans, et puis je me suis retrouvé sur Tournon-les-Bains aussi derrière. Puis là maintenant sur Nancy, c'était un souhait aussi avec ma compagne de se rapprocher du cocon familial en fait. Parce que de base elle est issue de la région, donc je viens de débarquer sur Nancy, Ognac, donc pour justement donner une nouvelle impulsion à la natation dans le club justement. D'accord. Donc vous avez des jeunes essentiellement au club. Ouais, c'est ça. En fait, on a, comme je disais, on a 3 catégories d'âge phares. Du coup, sur la natation, c'est la catégorie avenir. Donc, qui concerne grosso modo les enfants jusqu'à 10-11 ans avant de basculer dans le format jeune, qui concerne plus quand même la natation compétition, même si aussi on a une branche loisir. Et puis après ça, il y a le groupe junior. Donc là, c'est plutôt les adolescents qui ont entre 14 et 15 ans jusqu'à 17-18 ans. Là, qui sont vraiment sur le format plus compétition. Mais on a aussi également la branche loisir au club, quoi. D'accord. Donc, vous allez participer à des compétitions. Ouais. C'est quoi les compétitions? Championnat de Meurthe-et-Moselle, des choses Alors comme ça? ça relève effectivement, oui, plus du format départemental. Oui. Souvent des championnats départementaux ou des meetings départementaux. Ouais, oui. Exactement. Ensuite, on a également des formats qui concernent plus les catégories à venir pour les initier justement, pas à de la compétition, mais les initier à des compétences validées via des tests. Donc on a le sauvetage qu'on peut faire en interne via les clubs. Il y a le passeport de l'eau qui peut se faire justement avec le comité départemental sur divers sites dans le département. Et puis après, oui, bien sûr, il y a des meetings de niveau régional au niveau national, mais ça c'est un peu plus compliqué au départ pour démarrer la saison, quoi. Ouais. Alors t'as commencé du coup le programme de natation Ognac pour essayer de justement mettre une nouvelle impulsion dans cette formation. T'entraînes également l'équipe de polo en natation particulièrement. Et comment déjà t'expliques la distinction entre les deux? Est-ce que les entraînements se ressemblent? Est-ce que c'est vraiment différent? Bah il y a des similitudes maintenant. Laure, la présidente qui est aussi l'entraîneur du coup de l'équipe professionnelle, me laisse un petit peu la main justement pour donner un petit peu un autre contenu aux filles qui ont l'habitude d'avoir des séances quand même plus spécifiques polo avec des spécificités dans la natation qu'elle a l'habitude de faire travailler. Moi, l'idée, c'est aussi d'avoir une ouverture d'esprit puisque de base, je ne suis pas dans la discipline du water polo. Donc les filles, je les entraîne plus spécifiquement le mardi soir et le jeudi soir. Donc à ce moment-là, c'est vraiment pure natation, mais j'essaie d'incorporer quand même des éléments techniques au polo pour que elles aient la sensation de se rapprocher de ce qu'elles font d'habitude, mais qui est quand même la partie nouveauté qui fait qu'à terme, on espère que ça va leur donner un plus justement sur les matchs et les résultats sportifs, quoi. Alors je sais qu'il y a plusieurs entraîneurs au NIAC. Est-ce que t'es tout seul sur la partie natation ou tu collabores également avec? Alors on est vraiment 3. Il y a Charles qui s'occupe du water polo. Oui. Il y a Marie qui s'occupe de la natation artistique. Et en fait tous les 3, on a forcément des groupes en fait au niveau des écoles de l'eau et des avenirs. C'est-à-dire qu'on a justement ce lien qui fait qu'à un moment donné, on peut se permettre d'avoir des choix sur tel ou tel nageur pour dire peut-être ce nageur-là va basculer dans une discipline ou plus dans une autre. Souvent, il y a même des enfants qui font les doubles disciplines, que ce soit water polo ou natation artistique. Donc justement, cet échange et ce lien qu'on va avoir tous les 3, ça va nous permettre de peut-être mieux affiner le projet pour les enfants pour à terme justement tendre vers des résultats sportifs intéressants. Il y a combien de pratiquants en natation? On est à un peu plus de 90, un peu plus de 90, oui. Quand même. Mais là, au cumul, je veux dire, entre les avenirs. Oui.
les loisirs, les compétiteurs et les nageurs masters, quoi. Majoritairement, du coup, des jeunes plutôt. Plus des jeunes, oui. Est-ce que vous avez quand même des seniors parmi les 90 Alors oui, justement, les seniors font partie de ce qu'on appelle, nous, les groupes masters. Ok. C'est des créneaux qu'on souhaite développer justement plus le midi, parce qu'on s'est rendu compte justement que le midi, sur Gentilly, il y a énormément de monde qui vient justement se vider un peu la tête pour nager, également faire du perfectionnement ou même carrément faire des séances un peu plus intenses. Donc par le passé, ça a été des créneaux qui ont eu un petit peu de mal à se développer parce que c'était vraiment tout nouveau. Et puis avec le Covid, ça n'a pas forcément aidé. Là maintenant, on a un petit peu plus de monde qui se retrouve sur le format du midi. Donc on a un peu de tout. On a des nageurs qui sont plus dans le perfectionnement, des nageurs qui aiment plus se faire un peu violence vers des séances un peu plus cardio, un peu plus intensives. Il y en a un peu pour tous les goûts en fait. Ok. Alors, les disciplines de la natation, c'est le crawl, c'est ce qu'ils appellent le brasse, libre, le papillon. Oui. le papillon, Oui. la brasse Et et le le crawl. dos. Je pense Ouais. que c'est ça, oui. Donc vous faites les 4 disciplines, quoi. Exactement. C'est-à-dire que là, pour donner une idée, sur les petits, on les initie dans un premier lieu sur tout ce qui est ventral, donc plutôt crawl et dos, avec également la brasse, qui est une notion importante du coup pour Niac. Par rapport à la natation artistique, c'est hyper important de leur donner des compétences au niveau des jambes, Oui. pour tout ce qui est déplacement latéral, en profondeur, puis pareil également pour le water polo. Et puis moi, du coup, je vais insuffler aussi ça aussi pour le côté natation avec les ondulations, l'initiation au papillon. Et puis à terme, oui, sur le format des compétitions, on va leur demander de faire du 4 nages. Donc Ah oui, et 4 nages, de faire par encore, exemple un 104 nages, un 204 nages ou un 404 nages. Vous avez d'abord le papillon, puis le dos, puis la brasse, puis le crawl. Et puis de faire des programmes isolés où ils feront que du dos, ou que du crawl, ou que de la brasse, ou que du papillon, quoi. Alors ça fait 8 ans que tu entraînes du coup désormais. Oui, c'est ça. Donc je pense quand même que tu as emmagasiné pas mal d'expérience, notamment du fait que tu as été un peu partout en France. En quoi ça t'aide aujourd'hui d'avoir ces 8 ans d'expérience là pour arriver dans un nouveau club justement et être serein par rapport à tes nouveaux, j'allais dire coéquipiers mais pas coéquipiers, par rapport à tes nouveaux joueurs, si je peux dire ça comme ça, tes nouveaux nageurs plutôt. Ouais, c'est pas forcément un terme que je considérais négatif de dire joueur, parce que je considère quand même le groupe natation en tant que tel comme une équipe. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir des individus mais qui se retrouvent en groupe pour créer l'émulation. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, d'avoir la possibilité d'entraîner les filles en water polo, parce qu'il y a cette dynamique de groupe que moi je veux aussi retrouver à l'échelle des plus jeunes en natation. Donc par rapport à ça, ces 8 années d'expérience un peu au cumul, ça me permet d'avoir un regard un peu plus éclairé sur mes compétences, sur le discours que je peux avoir avec les jeunes, puisque ça c'est quand même une dominante primordiale au jour d'aujourd'hui, pour donner envie aux enfants de continuer l'activité qu'ils ont commencé au départ, parce que c'est les parents souvent qui insufflent tu feras telle ou telle discipline pour telle ou telle raison, et puis nous on est là justement pour leur donner l'appât en fait, tout simplement, pour qu'ils mordent à l'hameçon, pour se dire derrière en fait c'est vraiment cool de se retrouver dans cette discipline. Je suis avec des copains, je fais des exercices sympas à l'entraînement, il y a une émulation, du coup à terme il y a des activités en dehors des entraînements parce que je connais des copains. Voilà, l'idée c'est plus de passer par cette notion de plaisir en groupe, pour qu'à terme justement on conserve les enfants et puis qu'ensuite on amène le terme de performance sur le long terme, quoi. Ouais, je pense que c'est enrichissant pour toi, c'est enrichissant aussi aux personnes à qui t'apprends cette vision-là. Question un petit peu loufoque, moi je me suis toujours demandé, est-ce qu'un entraîneur aujourd'hui, est-ce que tu continues de nager? Est-ce que tu pratiques encore? Est-ce que ça t'arrive de fouler les piscines? Alors beaucoup moins qu'avant, c'est-à-dire que pour ma part, quand on passe de la catégorie nageur à entraîneur, on a tendance à se dire j'ai fait le tour de ce que j'avais à faire dans la discipline, donc maintenant je me concentre sur d'autres choses. Maintenant, j'ai tendance à me mettre dans l'eau plus pour observer les enfants dans l'eau. C'est-à-dire que je fais de la correction instantanée en me mettant soit à leur niveau dans l'eau, soit sous l'eau, pour les regarder plonger, pour les regarder faire des ondulations, faire des jambes, nager tout court, bras et jambes. Puis même, les enfants apprécient aussi d'avoir le retour tout de suite dans l'eau, plutôt que d'être en dehors de l'eau et de faire des grands gestes. Là, en l'occurrence, je suis dans l'eau justement pour avoir la possibilité de montrer des choses, de regarder des choses, et puis de donner ce côté un peu ludique qu'on a du mal à retrouver dans certaines disciplines où les coachs sont vachement en retrait et ont juste des termes un petit peu abstraits à amener aux enfants, alors que là, pour le coup, j'essaie d'amener le maximum de concret pour que du coup, il y ait une assimilation quasiment instantanée des exercices à mettre en place, quoi. Quels sont les objectifs du club à terme en natation, pour la natation? Alors là, déjà, c'est vraiment développer la natation, on va dire, plus à amener des adhérents. Puisque pour le moment, c'est quand même un petit peu plus léger que ce qu'on peut avoir en natation artistique et en water polo. Donc à terme, c'est de
on va dire, d'amener une certaine émulation avec ce qui se passe maintenant. C'est-à-dire que déjà commencer à conserver les athlètes qu'on a réussi à amener au club pour construire, en fait, si vous voulez, un système pyramidal. Plus on aura d'enfants en bas, plus on se retrouvera en haut avec une dynamique de groupe avec des performances. Puisque si on fonctionne dans l'autre sens, ça fonctionnera jamais, en fait. Et les compétitions, elles durent toute l'année? Il y en a toute l'année ou il y a une saison particulière? Non, on en a toute l'année. Maintenant, on a souvent un premier trimestre qui est quand même pas forcément trop étoffé, c'est-à-dire qu'on a 1 à 2 compétitions Janvier, par... février, mars. Non, là vraiment octobre jusqu'à décembre. Oui, c'est le premier trimestre. On a un calendrier quand même assez allégé. Maintenant, ça s'étoffe beaucoup plus à partir, on va dire, de février-mars jusqu'à la fin de l'année où il y a quand même un petit peu plus de déplacements. Après, ça dépend des régions. Les régions n'ont pas tous les mêmes programmes fédéraux au niveau des meetings, au niveau des compétitions pour les petits. Donc ça dépend, mais dans l'ensemble, c'est quand même bien étalé sur la saison, je veux dire. Il n'y a pas un mois où il n'y a pas de déplacement, quoi. Oui, c'est ça. Oui. C'est pas comme certaines disciplines où c'est... Il n'y a pas de break. Le seul break qu'on peut avoir, c'est à la limite juillet-août. Oui, parce que les vacances, sauf si on a des nageurs de niveau nationaux qui font des championnats de France, quoi. Oui, les championnats de France ont lieu en juillet-août toujours. Souvent, oui. Ouais. C'est plutôt au mois de juillet, et puis au mois d'août, vous avez souvent les championnats d'Europe junior ou les championnats du monde junior. Alors la natation française est un peu, je dis pas sur le déclin, mais par rapport à ce qu'on a connu il y a quelques années, avec tous les grands champions qu'il y avait, c'est dû à quoi ça, ce manque de renouvellement? Alors à mon échelle, c'est quand même difficile de répondre, mais peut-être que c'est au niveau de la fédération qu'il y a eu un manque d'échange avec les entraîneurs qui ont les athlètes et qui vivent au quotidien les galères d'avoir les lignes d'eau, les galères de se déplacer en stage, les galères de pouvoir financer des choses auprès des nageurs via des équipements, via éventuellement peut-être, je sais pas, faire appel à des scientifiques pour faire des tests, pour être beaucoup plus précis dans la préparation, faire appel à des nutritionnistes, faire appel à des kinés, enfin... Peut-être que c'est ce qui manque à l'heure actuelle, puisque là, ce vendredi, je suis allé à l'INSEP justement faire une formation pour compléter justement les infos qui se passent en ce moment au niveau de la natation française. Et ce qui leur sortait, c'est que effectivement, d'avoir un staff le plus étoffé possible, ça permet d'éviter le maximum d'erreurs. Et c'est peut-être ce qui nous manque à l'heure aujourd'hui. Alors, je dis pas que c'est à l'échelle de toute la France, mais si on avait la possibilité d'avoir plus de clubs avec plus de staff pour justement mieux éclairer le parcours des nageurs ou même des athlètes en général, que ce soit natation ou les autres disciplines. Peut-être que ça permettrait de moins se retourner sur les Jeux Olympiques en se disant on s'est planté, qu'est-ce qu'il faut faire ? Maintenant, ça reste une opinion personnelle. Toujours dans cette lignée de faire monter la natation justement et d'en faire un peu moins un sport de niche. Question encore un petit peu d'inculte. Moi, j'aimerais faire un peu un parallèle avec le cyclisme et les autres sports. Dans les autres sports, par exemple dans le cyclisme, il y a des spécialités grimpeurs, spécialités sprinters, spécialités coureurs. Dans la natation, on a quand même 4 nages principales différentes, la brasse, le crawl, le dos et le papillon, comme on l'a dit tout à l'heure. Est-ce que quand tu apprends aux jeunes, tu essayes de leur apprendre les 4 nages vraiment et qu'ils assimilent ces 4-là pour qu'ils soient performants et polyvalents, ou est-ce qu'il y en a qui sont plus d'une spécialité, donc du coup tu vas t'ajuster en fonction d'eux? Comment tu t'organises par rapport à ça et par rapport à ces 4 nages qu'il faut enseigner? Dans un premier temps, on leur apprend forcément les 4 nages, puisque c'est ce qui est demandé en fait via la fédération. On leur demande de valider souvent... C'est un truc qui a un petit peu changé dernièrement, mais par exemple, on leur demande de forcément valider soit un 100 mètres 4 nages, donc de faire 25 papes, 25 dos, 25 brasses, 25 rôles, ou alors un 50 mètres où vous faites 25 papes, 25 dos, ou un 50 où vous faites 25 dos, 25 brasses, ou un 50 où vous faites 25 brasses, 25 rôles. Donc en fait, dès qu'on récupère les enfants, on a déjà ce côté tout de suite polyvalence, à leur faire comprendre, à leur faire assimiler. Derrière, il y a le côté spécifique qui arrivera un peu plus tard. C'est-à-dire que dans un premier temps, voilà, ils vont toucher un peu à tout, et puis au bout d'un moment, avec la pratique et l'ancienneté, il y a certaines nages qui vont sortir du lot, et on va avoir tendance à, on va dire, foncer dans la brèche pour se dire, c'est plus dans ce domaine-là qu'il va s'exprimer, donc on va davantage insister là-dessus à l'entraînement. Voilà, donc on va terminer là-dessus. Donc on se reverra en cours de saison pour faire un peu le bilan, notamment quand il y aura les championnats de Meurthe-et-Moselle. C'est quand même le point fort de la campagne, de la saison, quoi, je veux dire. Voilà, donc on va refaire une pause musicale. Donc on va passer un titre d'Amel Bent. Coup de sifflet
Daniel Michel. Voilà, donc, comme nous avons appris le décès de Bernard Tapie ce dimanche-là, on va faire un bref retour sur ses activités, essentiellement sportives, sur le reste. Donc, Bernard Tapie, il a commencé à jouer au handball quand il était lycéen. Donc, il a joué au handball. Ensuite, il a essayé la voiture. Il a fait des rallyes, je crois. Puis bon, il a arrêté parce qu'il n'était pas suffisamment riche, parce qu'il faut quand même avoir un peu d'argent. Hein. Donc ensuite, il a laissé tomber un peu l'activité sportive. Et il a commencé une activité de patron, entre guillemets, de sportif en créant une équipe cycliste qui s'appelait La Vie Claire, parce qu'il avait racheté l'entreprise La Vie Claire, qui ne doit plus exister d'ailleurs maintenant, et il a créé une activité cyclisme La Vie Claire autour de Bernard Hinault. Autour de Bernard Hinault et de Greg LeMond, entre autres. Tout à fait. D'autres aussi, mais je ne sais plus lesquels. Oui, c'est les deux principaux. Oui, c'est les deux principaux. Bernard Hinault qui venait de sortir d'ailleurs de 4 Tours de France remportés d'affilée. Oui. Et qui gagnera ensuite un autre Tour de France, un Tour d'Italie également. Oui. Donc c'est en 84 que Bernard Tapie arrive et directement le succès de Hinault continue. Alors ensuite, cette équipe cycliste, bon, c'est la première, ça a été le début du sport business au niveau du cyclisme. Parce qu'ils recrutaient des cyclistes en y mettant le prix, quoi, je veux dire. Donc, et puis aussi parce que Bernard Tapie était connu jusqu'alors comme étant un homme d'affaires et un chef d'entreprise. Il sortait de ce côté business justement pour arriver dans le sport. C'était pas commun à l'époque de voir des grands chefs d'entreprise, des businessmen arriver dans le sport pour. Au niveau du cyclisme, si quand même. Il y avait l'équipe Z, là, avec, je sais plus comment il s'appelait, là, le patron de... En tout cas, c'était moins commun qu'aujourd'hui, c'est ça que je veux dire. C'était un peu moins commun, oui. Le cyclisme, un peu plus. Parce qu'il y avait quand même des gens, c'était les patrons d'entreprise, quoi, qui... Ouais. Donc, Bernard Tapie, il a duré 4-5 ans, je crois, c'est 5-6 ans, peut-être, c'est au niveau du vélo. Donc, il a gagné les Tours de France, Tour d'Italie. Et donc Hinault a gagné le Tour de France. Tour de France en 86 avec Bernard Tapie. Et là après c'était LeMond qui a gagné. Il avait dit d'ailleurs que c'était son tour. En plus c'était pour développer son business aux États-Unis, je pense, entre autres. Oui. Donc voilà pour l'activité cycliste. Et ensuite il a laissé tomber, je crois. Alors La Vie Claire a dû aller moins bien, donc. C'est surtout qu'il a eu une opportunité, à mon avis, un petit peu plus croustillante à ses yeux. Oui, avec le foot à Marseille. L'Olympique de Marseille en 86. C'est le maire de Marseille, qui s'appelait Gaston Defer à l'époque, qui l'a sollicité pour... C'est son épouse, d'ailleurs, plus exactement, qui s'appelait Edmond Charleroux, qui a sollicité Bernard Tapie... pour relancer l'équipe de foot qui allait plus très bien à l'époque. Qui ne gagnait plus depuis 10 ans. C'est-à-dire leur dernier titre remontait à 76 et donc Bernard Tapie arrive en 86 avec un nouvel objectif, remettre l'Olympique de Marseille au sommet. Donc, avec l'Olympique de Marseille, il a recruté un entraîneur qui s'appelait Raymond Goethals. Ouais, faut savoir aussi juste, avant de parler du coach, que quand Bernard Tapie reprend l'OM, c'est pour 1 euro symbolique, 1 franc symbolique. Donc, c'est-à-dire que le club est en crise financière et que Tapie arrive un petit peu comme le sauveur, ou en tout cas, on espère qu'il soit le sauveur. Oui, parce qu'à l'époque, il y avait moins de finances bien sûr. Que maintenant. Donc, il a recruté Raymond Goethals, qui était l'entraîneur de l'équipe de Belgique et qui avait entraîné plusieurs clubs européens. Donc, il a recruté pas mal de joueurs, d'ailleurs. Des jeunes, beaucoup de jeunes aussi. Oui, puis même des joueurs de l'équipe de France. Deschamps était à Marseille. Mais je crois qu'il le prend jeune. Je crois que Deschamps commence à Marseille. Non, il a commencé à Nantes, Deschamps. D'accord. Il a commencé à Nantes et il est déjà international quand il est venu à Marseille. Il y a Jean-Pierre Papin, il y a Basile Boli, tout ça qu'il avait recruté, qui étaient déjà internationaux la plupart. Éric Cantona également. Oui. Et puis on oublie Marcel Desailly et Fabien Barthez. Oui. Donc il a recruté tous ces joueurs-là pour ensuite faire une équipe qui a gagné la Ligue des Champions, qui a été ensuite, ça n'a pas été officialisé, je crois, il a été banni, je crois, non. C'est qu'il y a eu des histoires sur des matchs truqués.
des matchs achetés. Oui, un match acheté en 93. Valenciennes. Exactement. Et donc, plus tard, alors la Ligue des Champions n'a jamais été retirée et l'étoile est toujours là aujourd'hui. Oui. Mais encore aujourd'hui, il y a beaucoup de contestations quant au titre marseillais. Oui, parce que c'était... Bon, ils ont gagné 1-0, je me rappelle, sur une tête de Basile Boli. Oui. Et voilà, donc, et ensuite, il a plus ou moins laissé tomber Marseille, et il est revenu une deuxième fois un peu après, quelques années après, mais ça n'a pas été... c'était plus pareil. Le football avait évolué, qu'il a dit, donc il n'arrivait plus, il s'y retrouvait plus. Mais quand même, malgré les affaires de magouille et malgré... tout ce qu'on peut reprocher à Bernard Tapie sur le côté un peu magouille, etc. Et cette Ligue des Champions, ça reste la seule Ligue des Champions française à ce jour. Oui. Ça reste la seule équipe qui a tenu tête à une équipe du Grand Milan. C'était le Grand Milan à cette époque avec que des grands noms dans l'équipe. Et puis, il faut reconnaître que même si Marseille... Alors, les Parisiens vont dire qu'ils ne méritent pas cette coupe, mais Marseille avait une équipe fantastique. Absolument fantastique, avec Abedi Pelé, avec Basile Boli, qui sont des joueurs aujourd'hui qui ont marqué l'histoire du foot tout de même. Oui, et par un moment, il avait les trois milieux de terrain, c'était trois internationaux, trois internationaux français. Je veux dire, il avait Deschamps, il avait je ne sais plus qui. Bon. Avec Deschamps en capitaine. Deschamps était capitaine, ensuite. Bon. Donc c'est vrai qu'il avait... et c'est lui qui a un peu lancé également au niveau du foot le football business, quoi, parce qu'il il recrutait les joueurs qui payaient assez cher, d'ailleurs, plus cher que les autres clubs. Donc, voilà, quoi. Donc, mais il a mieux réussi que le Paris Saint-Germain dans ce domaine. Parce que, bon, il a collectionné les titres de champion de France, il a gagné 2 Coupes de France aussi, je crois. Et la Coupe d'Europe, quoi, je veux dire. Donc, la Coupe aux grandes oreilles qui encore aujourd'hui résonne, quoi. Résonne dans le cœur des Marseillais. On entend toujours, il y aura toujours un Marseillais pour dire on est la seule étoile de France. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est la vérité. Bon, et puis il faut dire que il a été se mettre à Marseille. C'était pas un hasard parce que Marseille, c'est quand même la ville du football. Hein. En France, oui. C'est la ville. Clairement, beaucoup de gens disent que la France n'est pas un pays de football. En revanche, Marseille est une ville de football. Oui. Et on la compare souvent à des villes comme Naples, à des villes comme justement Naples, c'est celle qui me vient le plus en tête. Grâce à cette ferveur marseillaise. Barcelone. Oui, grâce à cette ferveur, ce côté des supporters et des joueurs qui sont prêts à mourir pour le maillot. Et puis le club de foot est un véritable mode de vie, une véritable vision de vie à Marseille. Parce que moi je suis allé une fois, il y avait un match de foot à Marseille en championnat de France. J'étais en déplacement professionnel là-haut. Le jour de match, il y a personne dans les rues. Je veux dire, tous les gens sont soit au café ou au restaurant en train de regarder le match. Je suis allé voir Marseille-Saint-Etienne en début de saison. C'était le premier match de Ligue 1 cette saison où les supporters avaient le droit de revenir au stade depuis la pandémie. C'était tout bonnement exceptionnel. Il y avait 67 000 personnes. Et pas une chaise de libre au stade de tout, des grands-mères comme des enfants, et tout le monde qui chante vraiment. Oui, donc Bernard Tapie, voilà les deux activités importantes qu'il a eues, le cyclisme et le football. Oui, après il reprendra Adidas plus tard, il se lancera également dans la politique, dans l'animation télé, il fera beaucoup de choses, mais encore aujourd'hui, encore il y a quelques temps d'ailleurs, il a toujours une influence à Marseille, sur le club marseillais. Je me souviens des débordements qu'il y a eu l'année dernière au camp d'entraînement où les supporters étaient rentrés dans le camp d'entraînement pour vandaliser un petit peu. Il a donné son avis. Oui. Et lui était intervenu sur les médias pour, malgré son état de santé critique, il était intervenu dans les médias pour s'en prendre au président marseillais et dire que c'était n'importe quoi ce qui se passait. Et il avait raison et ça a fait plaisir à beaucoup de Marseillais d'ailleurs. Donc Bernard Tapie, alors il a fait un tour... il a fait de la voile aussi, je crois, en dernier, là, avant qu'il soit malade. Mais bon, c'était plus symbolique que le reste. Et il a laissé tomber, c'est bizarre d'ailleurs, toute l'activité sportive. Bon, c'est vrai qu'avec tous ces problèmes qu'il avait eus, il pouvait difficilement investir dans d'autres sports. Mais il avait comme ambition, je crois, de prendre une équipe de handball et de basket, je crois aussi, qu'il voulait amener à haut niveau, je crois, puis peut-être même de rugby aussi, je crois. De toute façon, les projets de Tapie ne se comptent plus. Il en a lancé je ne sais combien, que ce soit en politique, à la télé, dans les entreprises. Il est un petit peu présent et influent partout.
Il l'a été, oui. Dans les entreprises, il l'a été. Ensuite, ça s'est moins bien passé. Bien sûr, à cause des affaires judiciaires notamment, dont En on ne va pas politique, parler. bon, Mais il était ministre, il me semble, sous il a été Bérégovoy. ministre sous Mitterrand, oui. Oui, sous Mitterrand. D'ailleurs, j'écoutais hier à la télé, il y avait je ne sais plus qui parlait, parce qu'il disait qu'au Conseil des ministres, personne ne parle, autre le président. Et lui, il l'a ramené de temps en temps au sein du Conseil. Mitterrand ne lui disait rien. Moi, je me souviens aussi des débats qu'il avait avec Jean-Marie Le Pen, où pour le coup, il excellait en tant qu'orateur, avec une élocution absolument incroyable, Bernard Tapie. Il pourrait plus faire ça maintenant, d'ailleurs. Parce qu'il a plus la voix pour, déjà. Non, mais ça passerait plus, quoi, je veux dire. Oui, bien sûr. Un ancien président de club qui agit dans la politique, ça n'existerait pas. Ce serait vu... les gens en rigoleraient. Mais tout de même, Bernard Tapie, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, malgré toutes ces affaires extrasportives qui ternissent un petit peu la carrière et l'image du bonhomme, ça reste un personnage emblématique du sport français, surtout de Marseille, mais j'ai quand même envie de dire du sport français. J'ai pas souvenir d'avoir des présidents de clubs qui sont autant influents et qui ont autant fait parler d'eux et qui sont devenus si importants. Il y a Jean-Michel Aulas, il y a Oui, mais il a moins d'envergure. Mais tout de même, pour le club lyonnais, je veux dire, le club lyonnais, c'est probablement la même notion d'importance, le même acabit. Mais voilà, il faut souligner le charisme de Bernard Tapie, son caractère et le personnage emblématique qu'il représente pour le club de Marseille, qui est probablement dans les trois plus grands clubs de l'histoire de France. Coup de sifflet, Daniel Michel. Donc maintenant, nous allons discuter de l'AS Nancy-Lorraine suite au changement d'entraîneur qui a eu lieu cette semaine. Donc, Benoît Pedretti a pris la suite de Daniel Stendel. Donc, Benoît Pedretti, il était 22 fois international. Il a joué dans les plus grands clubs français, Lyon, Marseille, entre autres. Montpellier, je crois aussi. Il a joué à Lyon. Bon, mais moi, là où je me rappelle le plus de lui, c'est tout de même à la JOCR avec Giroud, où il était le capitaine emblématique de cette équipe et il a emmené d'ailleurs la JOCR en compétition européenne. Oui, contre Amsterdam. Voilà, donc... et il a pris sa retraite à Nancy. Il a pris sa retraite à Nancy après avoir été à Ajaccio. Il était à Ajaccio avant. Donc, Pedretti a pris... il entraînait jusqu'à présent l'équipe réserve. Donc, il a pris la suite de Stendel dans un contexte assez difficile, parce que avec une crise interne qu'il y avait. Donc, il a changé un peu l'équipe. Il a réintroduit des joueurs que Stendel ne voulait plus, notamment le gardien, Valette, qui n'a pas forcément été très bon à Paris. El Koutari aussi, qu'il a remis dans le circuit, en le nommant capitaine. Il a réintroduit 6 également. Et puis Bertrand. Je veux dire, des gens qui avaient disparu des radars sur l'ère Stendel. De toute façon, des changements s'imposaient clairement, parce qu'après un début de saison où il n'y a aucune victoire en 10 matchs, qu'on est la pire défense et en même temps la pire attaque, un changement devait se passer. Alors, il a également, entre guillemets, mis sur le côté des joueurs qui avaient été recrutés et que Stendel voulait mettre en avant. Bon, il y a le gardien Todd déjà, il y a Thiam. Thiam n'était même pas dans la liste des 18 pour aller à Paris, ce qui est quand même assez paradoxal. Et il a pas mis les Africains qui avaient été recrutés, mais dont certains, Dixit, le président, étaient plus des joueurs d'avenir que des joueurs actuels. Donc voilà. Donc le résultat, 1-1, c'est pas trop mal. Ils auraient même pu gagner d'ailleurs. L'an dernier, il y a eu quelques occasions. Bon, il faut voir maintenant ce que ça va donner. La domination était quand même parisienne, mais les occasions étaient plus c'est de bon augure pour la suite de voir que pour un premier match, en tout cas, ce n'est pas une défaite et qu'on tient tête à une équipe qui est dans les hauteurs de la Ligue 2. Alors, la défense a l'air un peu plus stable. À part le gardien, il y a quand même un problème avec le gardien. Je pense que ni l'un ni l'autre ne sont rassurants, quoi, je veux dire. De toute façon, c'est compliqué de tirer des conclusions au bout d'un match. Moi, je pense que on va voir ce que ça donne par la suite. Pedretti a beaucoup de travail devant lui
pour essayer de réveiller cette équipe et de sonner la révolte. Cela dit, je pense qu'avoir un ancien joueur expérimenté qui a connu le plus haut niveau et qui a connu les plus grandes compétitions est forcément bénéfique pour le club de Nancy, parce que le dialogue avec les joueurs n'en sera que plus simple. Et je pense que pour des joueurs de Nancy qui sont un petit peu en perdition, avoir un repère et une inspiration telle que Benoît Pedretti ne peut que être encourageante pour la suite. Alors, il faut voir si ce sera lui qui continuera, parce qu'a priori, il n'a pas les diplômes requis pour entraîner à ce niveau-là. Donc, pendant un mois, il n'y a pas de pénalité, mais au bout d'un mois, il y a une pénalité de 12 500 €, je crois, par match. Je ne sais pas exactement le montant exact, mais ils ont un sursis entre guillemets d'un mois. Voilà. Alors, après, il va pas pouvoir passer les diplômes de coaching en un mois, surtout s'il entraîne en même temps. Ça va durer un an, quoi, je veux dire. Donc, toute la saison 6, c'est fini. Alors, je sais pas si ils vont recruter. Pour l'instant, comment je vais dire, ils consultent. Il y a 5 entraîneurs qui étaient sur la liste, dont Vincent Oignon, paraît-il, qui pourrait revenir. Ce qui me surprendrait d'ailleurs, parce qu'il a été viré à l'époque. Donc voilà un petit peu pour l'instant. Donc on n'en sait pas plus, d'autant plus que la communication, c'est pas le point fort de la SNL actuellement, je crois. Voilà. Donc ce qui est par contre assez inquiétant, c'est que... Et vous, Daniel, vous pensez pas qu'ils vont garder Pedretti? Vous pensez qu'ils vont chercher à le remplacer? Il y a des problèmes financiers. Hein. Oui, les problèmes... Ça fait quand même... Il y a quand même à peu près 15 matchs... non, pas 15 matchs. Oui, à peu près. Même plus, hein. Oui, même plus, une vingtaine de matchs. Là, il y a 11 matchs qui ont été joués, on en a 38, donc il va y avoir 27 matchs. 27 matchs, donc... 27 matchs pour payer 12 000 €, c'est vrai que c'est très très cher, et Nancy n'a pas les moyens. Dans un contexte de crise financière, ça me paraît, je veux dire... Mais au vu du discours du président et de comment s'est faite l'arrivée de Pedretti, j'ai tout de même l'impression qu'ils ont envie de faire confiance et qu'ils aimeraient pouvoir placer Pedretti en tant que coach en chef. Alors il y a une éventualité que j'ai entendue, c'est de remettre comment il s'appelle, l'ancien entraîneur là qui lui a les diplômes, Gabriel, qui pourrait être l'entraîneur officiel, quoi, en titre, et Pedretti en tant qu'adjoint, mais qui serait en gros le patron, quoi. Oui, je vois. Donc c'est une hypothèse jusqu'à ce qu'il passe les diplômes. Voilà, c'est une hypothèse qui n'est pas écartée. En plus, Patrick Gabriel avait eu, quand il a fait les 2 intérims, c'était pas forcément mal là, ce qu'il avait fait, parce qu'il avait remonté la première fois, surtout avec Nancy. Puis en plus, il connaît bien les jeunes, parce que c'est lui qui entraînait à l'époque, qui entraîne toujours d'ailleurs le centre de formation. C'était lui le patron. Donc ce serait pas forcément idiot que ce soit qu'on s'oriente vers ça, quoi. Comme ça résoudrait les problèmes. Et je pense que mettre un entraîneur du cru, ancien joueur que beaucoup ont connu, je parle des joueurs, n'est pas forcément une mauvaise chose. Oui, c'est une éventualité qui me paraît positive également, mais attendons de voir, parce que la SNL ne communique pas du tout, donc on verra. Pas du tout, non. Ouais. Et puis c'est assez compliqué, parce que le président, il est président de 2 clubs, il fait différentes choses, donc il est peu présent, quoi. Donc voilà un petit peu. Donc il faut attendre la suite. Hein. Là, on arrive dans la trêve internationale, oui. De toute façon, pendant 15 jours. On fera des débriefs tout au long des semaines. Voilà, oui. Donc on aura l'occasion d'en reparler. L'actualité de la SNL est assez importante pour en parler régulièrement. Donc on arrive au terme de l'émission. Donc on se retrouve vendredi avec notre ami Antoine. Dans la Maison des Sports. Dans la Maison des Sports. 18h. Hein. Et puis moi je vous retrouve avec lui toujours lundi prochain pour un nouveau coup de sifflet avec d'autres invités. Merci Johan. Encore, on reparlera justement pour suivre la saison de la natation, et on se retrouvera dans les prochaines émissions. Donc vous pouvez retrouver sur podcast l'émission à partir de demain, je pense. Et voilà, donc ma foi, bonne semaine, et puis bonne chance pour les clubs du GNAC notamment, à et bientôt. du SLUC Nancy. À bientôt. RCN, www.rcn-radio.org